Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, grève générale illimitée, un retour en classe lundi est irréaliste, selon la FAE. Le gouvernement Legault confirme une hausse des droits de scolarité des étudiants étrangers, mais moindre que ce qui était annoncé au départ. Des députés libéraux fédéraux interpellent les universités du Canada sur l'antisémitisme et les politiques de protection des étudiants juifs. Et un Britannique de 17 ans disparu en 2017, retrouvé soudainement en France. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Le chaud et le froid continuent de souffler en ce moment au Québec sur tout ce qui concerne les négociations du secteur public, alors que François Legault hier se montrait déjà très optimiste d'un retour en classe dès lundi prochain. Ça avait été démenti rapidement par les syndicats qui sont revenus d'une autre couche aujourd'hui, alors que la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, elle dit avoir, tout au contraire, peu d'espoir d'un retour en classe dès lundi. Et ça n'a pas pris de temps. Dès que la conférence de presse était terminée, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, avait réagi par communiqué. Elle trouve que les propos de la FAE sont extrêmement surprenants, alors que ceux-ci disent que les pourparlers sont comme des yo-yo, qu'on mettrait des offres sur la table un jour pour les retirer le lendemain. Ça continue, même si on a déjà dit depuis un moment, ça ferait du bien de voir tout le monde se taire sur la place publique puis négocier. Mais ça continue de se parler dans l'opinion publique, Mario. Et à donner l'image que ils sont sur deux planètes, là. Ce qu'ils décrivent correspond pas du tout. Puis bon, c'est pas juste de dire, un peu plus, un peu moins. Non, c'est comme s'ils sont ailleurs. Et moi, je pense que les parents sont pas mal à bout, là. Commencent à être inquiets pas mal. D'assister à tout ça. Puis on a beaucoup posé la question de quel bord sont les parents. Est-ce qu'ils sont pour un ou pour l'autre? On a peut-être sous-estimé de poser la question, est-ce que les parents trouvent que tout ça est un gros cirque, là? Est-ce que certains parents considèrent, oui, ils auraient voulu là, que les enseignants aient de meilleures conditions initialement, oui. Mais tu peux penser ça, puis quand même être pas d'accord avec partir du jour au lendemain, du premier coup, en grève générale illimitée, négocier sa place publique comme ça, il n'y a rien qui se règle. Tu sais, je pense plus qu'il reste autant de parents que ça là, qui sont dans la croisade de dire ça durera ce que ça durera, cette grève-là, si ça dure jusqu'en janvier, c'est pour le bien de nos enfants. J'avoue que je l'entends encore, mais je l'entends vraiment de moins en moins. Oui. Mais tu sais, là, d'abord, le scénario d'école lundi, c'est fini. Oui, c'est pas mal mort réenterré. Ça, c'est fini. Je pense qu'on oublie même le scénario d'école mardi. Le scénario, Alain Laforêt à l'Assemblée nationale a travaillé pour voir qu'est-ce qui serait encore faisable. Là. Mettons qu'il y avait demain, c'est vendredi. Donc, mettons qu'il y avait une entente demain, fin de la semaine ou même en fin de semaine. Il y a un problème. Il faut quand même donner une journée de préparation aux professeurs. C'est ce que disait la FAE. Oui, puis il faut laisser... D'abord, il faut qu'ils soumettent aux instances. Eux, là, il faut que ça soit voté. Il faut qu'ils puissent l'avoir par écrit, un texte, à soumettre à leurs membres aux instances pour que ce soit voté et approuvé. Ensuite, là, il faut une journée, mais la journée de préparation, je pense que c'est autant de journée de préparation pour les enseignants que pour les directions d'école, le transport scolaire. Et les parents, quelque part aussi, qui, eux, ont accommodé leur horaire en fonction du fait que ça se réglera pas de sitôt puis qu'ils vont devoir amener leurs jeunes chez les grands-parents, au travail. Donc, tout ça nous amène le plus tôt. Ce serait un retour à l'école, mettons dans un scénario optimiste où ça se règle dans le prochain 24-48 heures, mercredi. Puis là, je suis pas très loin quand même là, de mon secondaire puis de mon primaire à mon jeune âge, mais il me semble la dernière semaine d'école, on était pas mal en train d'écouter des films de Noël. Je t'aurais dit que si t'avais eu... C'est pour ça que moi, j'aimais les scénarios d'une rentrée lundi. Je pense que si t'avais eu une semaine complète, t'aurais pu dire, regarde, là, on a pris beaucoup de retard, on fait une semaine d'école. Je pense que si tu commences le mercredi ou le jeudi, puis il reste une journée ou deux dans la semaine, pour une si courte période, ça va être là difficile de... Tu sais, puis tu vas faire quoi? Tu vas faire de la révision, parce que là, ça fait 5 semaines que des gens ne sont pas allés à l'école. Donc, tu vas faire de la révision, mais tu repars pour 3 semaines. Tu repars pour les semaines des fêtes, 2 semaines et demie. Fait que de toute façon, tu vas refaire de la révision en janvier. Fait qu'on est pas mal à l'étape de dire que ça aurait été perdu, là, que ça aurait été gaspillé, puis qu'il y aura eu 7 semaines, à part peut-être une journée ou deux, il y aura eu 7 semaines sans école.
Toujours dans les nouvelles provinciales, le gouvernement Legault a confirmé aujourd'hui la hausse des droits de scolarité pour les étudiants qui viennent des autres provinces canadiennes et vont rendre conditionnelle la partie du financement des universités McGill et Concordia à condition qu'ils francisent 80% de leurs étudiants qui sont non québécois. Donc, c'est vraiment le taux là, qui a été fixé plus précisément par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui a envoyé d'ailleurs une lettre au recteur des 3 grandes universités du Québec, 3 grandes universités anglophones. Et on va passer les frais de scolarité à 9 000 $ jusqu'à 12 000 $ par année. Donc, une augmentation de 33 %. Mais au départ... Mais c'était 17 000. Voilà, au départ, on parlait plutôt de presque doubler là, ces frais-là. Donc, on est en deçà de ce qu'on avait annoncé. L'autre gros changement, c'est que l'Université Bishops, finalement, en Estrie, est épargné par ces mesures-là, parce qu'on dit que la situation démographique, linguistique, tout près là, d'ailleurs de l'Université Sherbrooke, la région de Sherbrooke, est propice pour qu'il y ait quand même là, une offre comme ça là, qui est différente de la grande région de Montréal. Donc à ce moment-là, on va pouvoir avoir un nombre fixe d'étudiants d'autres provinces qui vont être accueillis au tarif qui était fixé au départ de 9 000 $. Et là, quand on parle de franciser 80% des étudiants non québécois pour les autres grandes universités anglophones, là, on parle, ça devient toujours un peu compliqué quand on parle de francisation. On parle d'atteindre le niveau 5 à l'oral. C'est quoi le niveau 5 à l'oral? Ouais, parce que d'autres disaient qu'il faudrait qu'ils atteignent un niveau 6. Oui, puis là, entre les niveaux, là, malheureusement, je les connais pas tous par cœur, mais ce qu'on explique, niveau 5, c'est d'avoir là, un niveau intermédiaire de connaissance, d'être capable de comprendre l'essentiel des conversations qui portent sur des sujets courants. Là. Être capable de parler, par exemple, d'une fête organisée par des voisins, par exemple. Tu sais, des sujets un peu... Simple, une discussion... On parlera pas de physique nucléaire, on se comprend, mais on est capable de tenir une conversation simple. Après ça, viendra le moment, bien évidemment, de savoir comment on va évaluer le 80%. Mais bon, c'était beaucoup plus clair aujourd'hui, déjà, là, ce qui a été annoncé par la ministre Derry. Est-ce que les universités anglophones sont furieuses quand même, là, voulaient... D'abord, le 80% aurait voulu avoir la moitié de ça. Là. Oui. Deuxièmement, les frais de scolarité auraient voulu que le gouvernement recule complètement là-dessus. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que les deux extrêmes, les deux côtés sont pas contents parce qu'à l'autre bout du spectre, t'as les gens, les défenseurs très, très radicaux de la langue française qui disent non, la politique initiale, c'était parfait. 17 000 $, c'était ça. Les étudiants qui viennent du Canada anglais devraient payer 100% de leur... de leurs études, on devrait plus les financer du tout. Donc, c'est comme si tout le monde, les deux extrêmes étaient insatisfaits. Des fois, c'est comme ça que ça démontre que tu avais peut-être un compromis honorable. Moi, j'ai trouvé ça correct. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Sur la scène de la politique fédérale, un autre débat est importé des États-Unis et vient maintenant prendre racine dans le reste du Canada, soit les actes antisémites sur les campus universitaires. Là, bon, je dis que c'est nouveau, on en a vu déjà plusieurs depuis le début du conflit. Là, il y en a eu au Québec aussi, mais surtout dans les universités anglophones là, au Québec aussi. Ça brasse... Concordia, McGill. Exactement, puis ça brasse beaucoup dans les autres universités canadiennes, même si ça a été moins suivi ici au Québec, si bien qu'il y a 5 députés libéraux fédéraux qui ont lancé un appel aux 25 universités canadienne de préciser si le fait d'appeler au génocide contre le peuple juif ou encore à l'élimination de l'État d'Israël venait violer le code de conduite de leur établissement. Puis je parlais des États-Unis parce que ça a beaucoup brassé, puis dans des grands campus. Penn State, Harvard, MIT. Oui, ça avait créé d'ailleurs tout est remous quand l'ancienne présidente là, de l'Université de Pennsylvanie, Liz McGill, a dû démissionner parce qu'elle avait dit que d'appeler au génocide du peuple juif, ça dépendait du contexte, si c'était de l'antisémitisme ou pas. Ouais, puis si c'était acceptable dans les politiques de discours haineux de l'université ou de respect des autres, ça dépend des circonstances. Donc, sous-entendu que dans certaines circonstances, tu pourrais tenir dans l'université un langage qui appelle au génocide d'un peuple. Voilà. Et donc, on a demandé du côté là, de ces députés, soit l'ancien ministre de la Justice David Lametti, la députée montréalaise Anna Gainey, un député de Winnipeg, Ben Carr, l'ancien ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, qui ont signé la lettre, justement. M. Housefather et Mme Carr sont tous deux, plutôt M. Carr, sont tous deux de confession juive. Et donc veulent que les universités, d'ici le 20 janvier prochain, précisent les mesures qu'ils ont entreprises pour protéger les étudiants juifs sur leur campus, mais aussi de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est
condamnable d'appeler au génocide du peuple juif ou à l'élimination de l'État d'Israël. Et ça pourrait venir, bien sûr, faire une différence dans des cas comme ceux qu'on a vus à l'Université Concordia, tu le mentionnais, Mario, dans lequel quand même 3 personnes qui ont été blessées, puis on a plus de détails maintenant, c'est 2 gardiens de sécurité puis un étudiant, au final, qui ont été blessés. Là. Puis on se comprend, pour que quelque chose tourne au vinaigre, là, puis des gens de la sécurité soient blessés. Ouais, c'était absolument terrible ce qui s'était passé le 8 novembre dernier. Il y a des groupes à l'Université McGill également qui ont été dénoncés. Donc, on verra comment les universités vont répondre. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit unanime, rapide, puis dossier réglé ou plus complexe? Non, mais je trouve que les députés libéraux font bien. Puis il y a aussi une association de médecins là, d'origine juive qui font la même demande. Il y a vraiment une colère dans la communauté juive contre des institutions qui ont toléré le racisme carrément. Et en plus des institutions qui se vantent, là, qui ont posé 1000 gestes woke ces dernières années, qu'il faut être inclusif, puis qui voient du racisme partout, puis qui prétendent faire de l'antiracisme. Tout à coup, tu te rends compte que les woke ont fusionné avec les islamistes, puis que là, le racisme anti-juif, là, celui-là, il est permis. Tout à coup, il y a un racisme qui est autorisé sur le campus. Oui. Non, les députés-là ont tout à fait raison d'interpeller les universités. Encore une fois, sur la scène politique fédérale, il y a eu beaucoup de sondages dans les derniers temps sur l'état de ce qui se passe entre la lutte libéraux-conservateurs. On se rappellera que les conservateurs leur avancent un tout petit peu fondu, c'est ce qu'on expliquait hier, d'à peu près 5 points, repris en grande majorité par les libéraux, mais ils jouissent quand même d'une confortable avance. Et là, c'est un coup de sonde de la Fondation Angus Reid, cette fois-ci, qui a été menée vers la fin du mois de novembre, qui vient mettre en lumière, Mario, moins de chiffres là, par rapport aux intentions de vote, mais plutôt sur les enjeux qui sont prioritaires, semble-t-il, pour les électeurs, puis qui pourraient constituer l'espèce de clé du pouvoir pour Pierre Poilievre. Puis c'est certaines évidences, peut-être, qu'on aurait pu ressortir de tout ça. Par exemple, la taxe carbone, là, qui semble vraiment venir rejoindre les indécis. Parce que c'est le cœur du sondage Angus Reid. Il y a des indécis dans à peu près tous les partis. Puis c'est de savoir comment aller chercher cet électorat-là. Puis on dit quand même que ceux qui sont indécis, c'est 17% chez les conservateurs eux-mêmes, 14% chez les libéraux, 15% chez les néo-démocrates. Mais là, si la taxe carbone, ça marche, on peut pas accuser les conservateurs de Pierre Poilievre de pas assez faire de bruit avec la taxe carbone. Là. Ils sont là-dessus obsessifs. Là. Étonnamment, ça semble aller chercher les électeurs indécis qui penchent pour le NPD. Appui non négligeable chez les électeurs qui penchent NPD. Oui, parce que ça, je sais que ça paraît mystérieux, parce que le NPD, c'est le parti de gauche. Puis le conservateur, c'est le parti de droite. Puis tu dis, c'est comme, il ne devrait pas avoir de vase communicant entre les deux. Mais la politique est parfois compliquée. Il y a 2-3 NPD. Tu as le NPD là, des campus universitaires, des intellectuels, des profs de cégep, puis des étudiants là, dans les sciences sociales, puis tout ça. Tu as un NPD très idéologique, réfléchi. Mais tu as un autre NPD. Là. À Hamilton, là, quand ça vote NPD, c'est les travailleurs d'usine. Ouais. Puis ils sont affiliés à des grands syndicats. Puis ces grands syndicats-là disent le parti politique qui a toujours été fidèle au syndicalisme, c'est le NPD, c'est notre parti, ils comprennent les travailleurs. Mais ces gens-là, travailleurs d'usine là, dans l'automobile ou dans l'acier, ou peu importe, en Ontario. La taxe carbone. Non, d'abord, il n'est pas woke. Donc, quand tu l'amènes sur tout le terrain, là, que tout le monde devrait, tout devrait être changé pour les transgenres, toutes les toilettes du Canada. Qu'est-ce qui est justice sociale poussée, par exemple? Ouais, c'est ça. Toutes les toilettes du Canada devraient être transformées par les transgenres. Là, le travailleur d'usine est comme, non, c'est pas ma priorité politique de l'année. Là. C'est pas ça. C'est pas pour ça que je vais pas voter en fonction de ça. Puis après ça, il y a le pain puis le beurre. C'est des gens qui gagnent un salaire. Ils n'ont pas d'échappatoire. Ils gagnent un salaire. Il y a une soustraction qui est l'impôt dessus. Puis ils sont sensibles, donc, à ça aussi. Et c'est comme si le NPD s'est éloigné d'eux autres. Les a échappés jusqu'à un certain point. Puis là, les conservateurs sentent la possibilité de les accrocher. Voilà. Et là, il y a aussi d'autres enjeux qui sont peut-être plus à éviter, selon le dernier coup de sonde pour Pierre Poilievre, entre autres, de chialer contre le système de santé publique, même si c'est une compétence qui est provinciale. Mais semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment eu de prise de position majeure du côté de Pierre Poilievre en tout ce qui trait système de santé. Donc, les gens sont frileux, pensent que Pierre Poilievre pourrait peut-être s'opposer, justement, à tout ce qui est public dans le système de santé. Semble-t-il que ça serait braquer les électeurs. Même chose, le classique Mario chez les conservateurs, l'accès à l'avortement. Là. M. Poilievre semble avoir déjà fermé la porte en disant que le parti et lui-même sont pro-choix, puis ça ne changera pas. Mais ça reste, encore une fois,
une préoccupation des électeurs et des indécis qui voient là, vraiment un drapeau rouge à venir voter pour les conservateurs. Et peut-être étonnamment, même chose pour tout ce qui est des financements de la CBC Radio-Canada. Il y a plusieurs électeurs là, de d'autres partis, oui, chez les libéraux, mais beaucoup de néo-démocrates également, pour qui c'est un repoussoir. Là, de voir qu'on pourrait définancer le média d'État, ben, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui veulent pas du tout venir rejoindre les rangs des conservateurs. Mais ça, je crois ça, mais ils voteront... Quelqu'un, mettons, au Canada anglais, quelqu'un qui est attaché à CBC, je n'annonce qu'il ne votera jamais conservateur. Là. Jamais. Il n'y a pas besoin d'essayer de le courtiser. De le courtiser. Et ironiquement, peut-être la dernière chose qu'amène ce coup de sonde-là, puis c'est un des facteurs, semble-t-il, qui est le plus fort là, chez les libéraux indécis dans tous les scénarios, par exemple, qui avaient été présentés par Angus Reid. Mais c'est à savoir, ça va être qui le chef libéral? Parce que si Justin Trudeau semble être, encore et toujours, maître du parti et de son destin, mais semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'indécis libéraux qui, eux, là, resteraient libéraux ou voteraient libéral. Avec un autre chef? Avec un autre chef. S'il y avait un changement mais de ça, leadership. faut se méfier de ça. Hein? Ça, faut se méfier de ça. Parce que là, ils disent ça. Ah ouais, s'il y avait moi, j'aime plus Trudeau. S'il y avait un autre chef, je voterais libéral. Mais une fois qu'il y a un nouveau chef... Ils vont dire, ah ben, sais-tu quoi? Finalement, je l'aime pas lui non plus. Bon, il est pire que Trudeau. Non, mais c'est vrai, les gens... oui, rapidement. On idéalise le... Ben oui, on idéalise parce qu'on se dit, le nouveau chef, là, ce serait celui que je veux, qui serait de la manière que je veux, mais quand il est vraiment choisi, tu dis, il fait une gaffe, puis tu dis, finalement, il est pas meilleur que Trudeau. Fait qu'il faut se méfier de ça, là, ces si, des questions avec des si, des sondages. Le prince charmant politique est souvent beaucoup plus merveilleux dans nos têtes. Tout savoir en 24 minutes. Les nouvelles sont toujours pas meilleures du côté du jeune hockeyeur de 11 ans qui est dans un état critique depuis avoir reçu une rondelle à la gorge mardi soir dans un aréna de Saint-Eustache, là, un événement absolument malheureux sur lequel, oui, on a obtenu plus de détails, mais en même temps, ça éclaircit pas vraiment ce qui s'est passé. Là. Ça semble être un bête accident. Un accident, oui. Parce qu'il portait tout l'équipement, incluant le protège-cou. Oui, c'est ce qui a vraiment été rapporté au départ. C'est le protège-cou. Ça a tellement été un sujet majeur, entre autres, dans la Ligue nationale de hockey, qu'on s'était demandé s'il avait bien été porté. Puis semble-t-il que oui, là, que ce serait un bête accident, que le tir lui-même, là, pendant la pratique, parce que c'est même pas pendant une partie, que le tir pendant la pratique lui-même était même pas si dangereux que ça, mais qu'il aurait frappé qu'un mauvais angle, un mauvais endroit, si on veut, là, et des circonstances absolument terribles qui ont amené donc cet enfant-là à être désormais transféré dans un centre hospitalier de Montréal. Et il serait, selon les informations de nos collègues du Journal de Montréal, maintenu en vie artificiellement. Donc ça ébranle bien évidemment la communauté, tous les gens de Saint-Eustache, puis la communauté de hockeyeurs sur place. Vraiment, ce qui semble être un triste accident. Dans les affaires judiciaires, maintenant, une drôle d'histoire, alors qu'un jeune Montréalais a reçu 5 ans de prison pour avoir déchargé une arme à feu en plein centre-ville de Montréal. Puis souvent, Mario, on entend des histoires de coups de feu, on parle de la police qui s'en va investiguer, mais parfois, on a plus de misère à suivre les conclusions de ces enquêtes-là. On se dit souvent que ça doit être le crime organisé, par exemple, qui a tiré. Là, semble-t-il, c'est vraiment un commentaire qui a déclenché toute cette histoire-là. Commentaire sur la sacoche pour homme que portait M. Thomas McDessie en juillet 2021. Lui qui se promenait avec, c'est ça, on appelle ça un man purse. En anglais, là, une petite sacoche pour homme de marque Gucci. Des hommes, un groupe d'hommes sur Sainte-Catherine qui l'auraient interpellé, qui se serait mis à se moquer de lui, à rire de sa petite sacoche. Et monsieur aurait fait éclater un conflit, les aurait invités à le rejoindre dans une ruelle, aurait sorti son fusil puis aurait tiré dans le vide. Tu sais, vraiment pour leur faire peur. Un projectile qui a atteint un véhicule qui était stationné pas loin. Le problème, c'est que là, après ça, il prend la fuite. Dans le centre-ville de Montréal, il y a des caméras partout, Mario. Ce qui fait en sorte qu'on l'a localisé excessivement rapidement et qu'il y avait une preuve accablante chez lui alors qu'on a perquisitionné, trouvé l'arme en question, des munitions, une sacoche comme celle-là. Et donc, finalement, a décidé de plaider coupable, d'avoir braqué, déchargé une arme à feu, d'avoir possédé des documents contrefaits aussi. Mais c'est quand même 5 ans de prison qui ont été donnés contre cet homme-là pour avoir tiré une balle comme ça dans le vide, alors que le juge dans cette histoire... Écoute, 5 ans de prison pour une balle dans le vide. Oui, mais le juge dans cette histoire-là a dit là, plutôt... Il y a eu plus de... Écoute, je vais certainement pas valoriser le fait de tirer des balles en l'air dans le centre-ville. Là. Idéalement, il faudrait que plus personne fasse ça. Là. On comprend la logique, on n'est pas con. Mais je dis, il y a eu plus, mettons, que le père de la fillette de Granby. Dit comme ça, c'est terrible. Hein? Mais oui, semble-t-il, là, maintenant, par contre, il va sortir. Il reste 2 ans à purger et moins parce qu'il y a eu de la détention préventive. Il y a dans d'autres ce dossier-là. choses. Là. Il a menacé. C'est quelque chose qu'on sait pas. Possession de documents contrefaits également.
Écoute, c'est spécial, comme on dira, là, la justice, mais agit C'est sûr que personne ne peut minimiser ça. Là. T'es dans un centre-ville, c'est plein de monde partout, tu tires du gun, c'est complètement capoté. Mais quand même, si t'as tiré un coup de gun dans le vide, tu mérites de faire la prison. T'es un cave, OK, dossier clos. Mais en termes d'intention criminelle, de gravité de geste, de victime, il me semble que je pourrais en nommer une série. Il m'en est venu un vite, mettons, là, parce qu'on en parle souvent, mais en tout cas, qui paraît plus grave, en tout cas. Économie. Une entente de principe a finalement été trouvée entre Air Transat et le syndicat qui représente les agents de bord. Et ça mettrait, si tout ça est accepté, fin à une menace de grève qui planait déjà depuis un bon moment. Pour le 3 janvier. Exact, ça s'en venait 3 janvier 2024. Et là, on comprend qu'on est en plein milieu de la période où les gens réservent leur voyage pour le temps des fêtes, puis qu'il y a une grève des agents de bord, là, surtout des 2100 membres qui en font partie de ce syndicat-là. Mais ça aurait été une catastrophe pour les voyageurs qui souhaitaient prendre l'avion avec la compagnie aérienne. Donc, semble-t-il qu'on a évité le pire là, du côté du syndicat d'Air Transat. Le Monde. Deux histoires qui nous parviennent de l'international, dont un cas assez mystérieux, un Britannique de 17 ans, M. Alex Batty, qui avait disparu depuis 2017, donc en Grande-Bretagne, alors qu'il était seulement âgé de 11 ans. Ben, des années plus tard, on vient de le retrouver. Il est sain et sauf en France, tout près de Toulouse. Et semble-t-il qu'on va pouvoir... Je l'ai peut-être vu cet été. Ben voilà. Ben peut-être, Mario, peut-être que tu l'as vu lorsque tu te promenais dans cette belle région de la France. Mais je le cherchais pas. Non. C'est sûr. Si tu le cherchais, je manquais à mon devoir de citoyen du monde. Ben voilà. Mais à 11 ans, t'es assez vieux quand même pour savoir ce qui se passe. Oui, parce que c'est une drôle d'histoire, parce qu'à l'époque, il était à l'étranger, des vacances avec sa mère et son grand-père. C'est la grand-mère qui avait la garde du jeune et qui avait fini par déclarer à la BBC, en voyant qu'il s'était complètement évaporé dans la nature pendant leur voyage, que la mère et le grand-père du jeune homme étaient des gens qui souscrivent, là, c'est des choses qui viennent souvent me rejoindre, à des théories de nouvel âge, si on veut, de cette psychologie, spiritualité spéciale qui est souvent associée à toutes sortes de cultes et théories du complot. Ils voulaient l'emmener vivre dans une communauté spirituelle au Maroc. Oh boy! Ouais. Et là, les détails, évidemment, vont finir par venir un peu plus tard sur ce qui s'est passé exactement durant ces dernières années. Sauf que mon point, c'est que le jeune, ce que tu as vécu entre 11 ans et 17 ans, tu es capable de le raconter. Là. T'es pas comme un enfant de 3 mois, là, ou un bébé qu'on ballotte d'un bras à l'autre puis qui sait pas ce qui se passe. Voilà, donc on a bon espoir qu'il puisse raconter effectivement aux enquêteurs tout ce qui s'est passé durant les années où il était Parce que là, on sait rien. Là, je disais l'histoire. On sait presque rien. C'est complètement fou parce qu'on l'a retrouvé et là, on va c'est pas une déportation, mais on va l'emmener jusqu'en Grande-Bretagne et ensuite, on va l'interroger sur exactement ce qui s'est passé, mais il voulait pas, là, le grand-père ainsi que la mère, qui aille à l'école normalement, cherchait ce qu'eux appellent un mode de vie alternatif. Mais tu veux tout ce qu'ils enseignent dans les écoles, ça a l'air que dans les écoles... Là, ils font la grève. Oui, non, mais c'est vrai. Mais quand c'est ouvert, parfois, ils enseignent même que la Terre est ronde. C'est assez ridicule, là. C'est vrai, c'est spécial. Et tout tomberait, là. Si la Terre était ronde, tout tomberait, là. Ouais, puis ces gens-là, ils sont certainement pas au courant. Si la Terre était ronde, tu pourrais même pas jouer au quilles. C'est vrai. C'est vrai, heureusement parce que ta balle, elle tomberait toujours dans le dallo d'un bas ou de l'autre, là, c'est évident. Oui, ça, c'est vraiment plus difficile. Heureusement qu'il y a le mur de glace de l'Antarctique qui fait le tour pour pas que l'eau s'échappe à Mario. Ça, c'est vrai, par exemple. Tu pourrais me lancer longtemps là-dessus. C'est pour ça que la fonte des glaciers, c'est... c'est préoccupant parce qu'on peut tomber en dessous et les océans vont se vider. Si les glaciers fondent trop, ça fait un flush, là, puis tout part. Rappelle-moi de poser cette question-là, sincèrement, aux gens aux platistes, parce que celle-là, j'ai pas la réponse. Bon. Terminant, nouvelle beaucoup plus triste aux États-Unis, alors qu'en Indiana, un bambin de 3 ans se faisait garder par un adolescent de 12 ans, le jeune Noah Brown, le 29 novembre dernier, mais se faisait garder dans la maison de son père, alors que la mère, le père, eux, étaient partis et avaient demandé au jeune de 12 ans de surveiller le garçon de 3 ans et son propre frère à lui de 5 ans, pendant que les parents étaient partis faire quelques courses. Et le problème, c'est que le jeune de 12 ans a piqué une colère noire en voyant que le jeune de 3 ans n'arrêtait pas de pleurer au
point tel où il s'est mis à tabasser Mario, l'enfant de 3 ans, mais une histoire épouvantable qui saisit les États-Unis. Mais il faut voir la photo. Faut voir la photo, je pense, pour comprendre cette nouvelle-là pleinement. Là. Il l'aurait battu avec une ceinture, l'aurait cogné sa tête contre une base de lit, l'aurait frappé contre un mur. Le jeune de 3 ans se serait réfugié sous un lit, aurait fini par perdre connaissance et respirait plus quand son père l'a retrouvé. Maintenant, il est gardé artificiellement entre la vie et la mort. On a dû le placer dans un coma artificiel parce qu'il faisait des crises de convulsions et on essaie pour l'instant de le réveiller doucement pour lui garantir quand même une certaine qualité de vie. Mais vraiment, là, une histoire sordide, surtout dans laquelle c'est un jeune de 12 ans qui va être accusé de voies de fait graves ayant causé des lésions. Un cas qu'on voit réellement là, pas très souvent. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.